Bonsoir à tous. Oh, il y a de la voix ce soir, là. Bonsoir à tout le monde. Je suis Alain Chartier, le directeur général du Repos Saint-François d'Assise, et je fais partie de l'équipe d'Infodeuil. Donc, au nom de notre grande équipe, ça nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée printanière pour parler du deuil, comme à l'habitude. Alors, c'est notre cycle qui se continue jusqu'au début juin, où on aura le 2 juin une autre rencontre. Et évidemment, après, on se retrouvera à l'automne. Donc, merci beaucoup à vous autres d'être ici et aussi à ceux qui sont avec nous de l'autre côté de la caméra. On vous souhaite aussi la plus cordiale bienvenue. Et vous vous souvenez que vous pouvez, si jamais vous manquez une partie de l'intervention ou quoi que ce soit, de vous reprendre parce que dans les prochains jours, la capsule de la soirée de ce soir sera déposée sur le site web d'infodeuil.ca. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne de Montigny, qui, à chaque fois, je me dis, on va la présenter, mais qui ne connaît pas Joanne de Montigny, psychologue, auteure, conférencière et surtout, je dirais, une collaboratrice de très longue date pour le Repos Saint-François d'Assise, 2015, où on a commencé à faire des différentes activités de texte, d'écriture ou d'événements, et surtout une grande amie depuis très, très, très longtemps. Ce qui trahit un peu notre âge, mais bon, c'est comme ça. Joanne avait 25 ans, moi j'en avais 20, ça fait déjà 15 ans, donc ça va vite. Alors, merci d'être là, et sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne, qui à son tour va vous présenter notre invité de ce soir. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup, Alain. Bien, moi aussi, je vous dis un beau bonsoir avec le sourire et la joie dans le cœur de vous voir ici présent et présente et aussi à la maison. J'aime bien également saluer les personnes qui sont au bon soin de Christine Goyette, notre collaboratrice, ma collègue aussi. Donc, vous êtes les bienvenus ici comme ailleurs. Et c'est une joie de pouvoir vous présenter ce soir quelqu'un qui m'est très, très, très cher. Parce que, ça, je vais le dire en la présentant, mais on a travaillé un petit peu ensemble suffisamment pour que je comprenne la qualité de cette belle dame à côté de moi, ma consoeur Déborah Hummel. Alors, un petit aparté, parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est pas tous les jours, Alain, qu'on a des invités de la Suisse. Parce que Déborah, oui, elle vient de la Suisse. Et ses 2 parents que je salue sont là en arrière. Alors, ça nous fait un plaisir incroyable que vous soyez avec nous. On vous souhaite une belle rencontre et puis on va découvrir ensemble ce que Déborah va nous raconter à propos de jeunes qui font de la proche aidance et de comprendre si ça a un impact sur leur deuil. Alors, moi, je vais en apprendre beaucoup, Déborah, parce que ce n'est pas un chapitre que j'ai ouvert, et puis je vais t'écouter avec beaucoup d'attention. Alors, Déborah, elle est détentrice d'une maîtrise en psychologie de la santé de l'Université de Lausanne, on le disait tantôt, et d'un doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal. Déborah Hummel a travaillé comme clinicienne en médecine familiale et en soins palliatifs au Centre universitaire McGill. Et c'est là qu'on a eu le plaisir de croiser nos chemins, d'échanger ensemble, de réfléchir et puis de parler souvent de ce beau métier qui est le nôtre. Et ensuite, elle aussi, à l'Université de Sherbrooke, tu es encore là? Oui, c'est ça. Alors, ses travaux de recherche portent notamment sur les pratiques de fin de vie, la proche aidance et le deuil. Elle est membre du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et du Centre de recherche Charlemagne. Alors, c'est un grand plaisir de
te dire bienvenue à cette soirée. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et tantôt, je vais venir m'asseoir à côté de toi. Comme ça, on prendra des petites questions ensemble, puis on échangera. OK? C'est parfait. À 8h moins... À 8h. À 8h. Oui, c'est bon, c'est un rendez-vous. Voilà. Bon, ben bonsoir. Bonsoir à vous toutes et... Est-ce que ça marche? C'est bon? Oui, parfait. Je voyais des regards. J'étais pas certaine. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Bienvenue et bonsoir aux personnes qui sont ici dans la salle, puis aux personnes que je vois pas, mais auxquelles je pense également qui sont en ligne. Effectivement, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'expérience de deuil des jeunes proches aidants, puis de la jeune aidance. Puis là, ben, moi-même qui ai travaillé en soins palliatifs, qui fait de la recherche sur la proche aidance, puis la fin de vie, il faut que je vous avoue que ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à la jeune proche aidance parce que c'est pas quelque chose qui est très courant. Je sais pas vous, mais si on ferme les yeux puis qu'on imagine une personne proche aidance, moi, avec plein de clichés puis de stéréotypes, j'imagine une dame avec des cheveux blancs qui prend soin soit de son conjoint et ou de ses parents en même temps. C'est ça un petit peu l'image là. Alors bien sûr, je fais plein de clichés là, c'est pas seulement ça les personnes proches aidantes, mais souvent c'est ça l'image qui nous vient en tête. Et au détour de mes lectures, je suis finalement arrivée sur l'appellation de la jeune aidance. Puis j'étais vraiment surprise, puis j'ai commencé, vous savez, hein, on tire sur le fil du gilet, fait qu'on commence à lire un article, puis on clique sur quelque chose, puis on va lire un autre article. Puis je me suis finalement perdue un petit peu à lire sur la jeune proche aidance, puis j'ai trouvé ça fascinant parce que, dans le fond, la proche aidance, déjà, qu'est-ce que c'est pour qu'on s'entende? Là, c'est de prendre soin, de prendre soin de façon non payée et non professionnelle d'une personne qui est atteinte d'une maladie physique ou mentale ou d'un handicap, dans le fond, qui a besoin de soutien. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est fait de façon bénévole. Ça peut être quelqu'un qui est dans notre famille ou ça peut être une personne qui est dans notre entourage. Et j'ai été surprise de découvrir que au Canada, notamment, puis c'est dans la plupart des pays industrialisés, il y a à peu près un tiers des jeunes de 15 à 29 ans qui sont impliqués dans des activités de proche aidance. Puis là, je vois vos yeux qui s'écarquillent. J'ai fait à peu près les mêmes yeux que vous. Un tiers, c'est énorme. C'est vraiment énorme et c'est extrêmement peu connu et c'est extrêmement peu documenté. Joanne le disait un petit peu plus tôt ce soir, moi j'ai eu le privilège de travailler, en fait, Joanne l'a pas dit, mais ça a été ma superviseure, en fait. Fait que moi, j'étais un bébé psy quand j'ai travaillé avec Joanne, puis je lui dois beaucoup dans qui je suis aujourd'hui. Et quand j'ai décidé de quitter la clinique pour m'en aller en recherche, c'est parce que, en fait, ce que je voulais, c'était donner la voix ou révéler des choses qui étaient peu connues puis qu'on voyait pas, qui restaient sur le terrain. Fait que je voulais un peu leur donner de la lumière. Fait que c'est ça qui m'a amenée à m'intéresser à la jeune proche aidance parce que à un moment donné, j'ai tellement lu puis j'ai tellement cherché sur le sujet, je me dis voyons qu'il y a tellement peu de personnes qui connaissent ça. Il me semble qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus connu. En même temps, je pense que c'est en 2021, mais je me trompe peut-être dans les dates. Peut-être que vous savez, le Québec s'est doté d'une loi sur les personnes proches aidantes. Il y a un plan d'action ministériel. Il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant pour reconnaître les personnes proches aidantes. C'est de plus en plus reconnu. Vous avez peut-être vu, là, c'est souvent dans le courant du mois de novembre. Il y a des publicités aussi du gouvernement pour faire reconnaître les personnes proches aidantes. Et dans le plan d'action ministériel, il y a environ entre 50 et 55, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mesures pour soutenir les personnes proches aidantes. Il y en a 2 qui concernent les jeunes. Donc, même encore dans les enjeux plus ministériels ou gouvernementaux, c'est encore moins bien connu. Donc, moi, ce que j'ai envie un petit peu aujourd'hui, c'est de vous parler de la jeune proche aidance, mais je veux vous parler en particulier d'un projet de recherche que j'ai mené auprès de jeunes personnes proches aidantes qui ont pris soin d'une personne, mais dont la personne dont ils prenaient soin
est décédé aujourd'hui. Puis de voir, dans le fond, l'expérience de deuil des jeunes, qui est déjà assez peu documentée, est-ce qu'elle est différente quand on a été auparavant impliqué en proche aidance? Est-ce que ça a une différence ou finalement ça ne change pas grand-chose? Parce que moi, j'aime voir le deuil comme une trajectoire entre la proche aidance puis quelque part la post-aidance. C'est comme s'il y a une ligne du temps puis que souvent on ne devient pas endeuillé du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais souvent il y a tout un avant. Puis en fait, je vous vends le punch tout de suite, là, si vous voulez, puis que vous avez à partir rapidement. Oui, ça change. Fait que là, je vais vous raconter un petit peu en quoi ça peut être différent. Puis vous verrez qu'il y a des parallèles, à mon avis, qu'on peut tirer dans toute expérience de deuil, parce que je pense que c'est ce que vous avez aussi déjà discuté dans d'autres soirées avec Joanne, que le deuil, c'est une expérience qui est profondément personnelle, mais qui est aussi universelle. Donc il y a toujours cette tension entre on partage quelque chose comme être humain, mais on est toutes et tous aussi uniques. Donc, puis là, je vous raconte encore une autre anecdote, vous allez voir, parce que c'est plein de défis. Dans 2 jours, il y a le congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs, puis je vais présenter aussi d'autres résultats qui sont reliés à ce projet de recherche dont je vous parle ce soir. Mais pourquoi je vous fais un détour, c'est que l'année passée, je devais présenter les résultats préliminaires de ce projet-là. Puis on s'inscrit généralement au mois de décembre. Et moi, pleine d'optimisme, quand j'ai soumis ma proposition de présentation en décembre, je me suis dit, je vais présenter mes résultats préliminaires, puisqu'on est en décembre. Je venais d'obtenir mon financement, j'avais mon approbation éthique. J'ai 6 mois pour aller recruter une quinzaine de jeunes proches aidants endeuillés. Je suis en année sabbatique, j'enseigne pas, il n'y en a pas de problème. Là, je vais pouvoir aller recruter mes participants, puis je vais pouvoir présenter des nouveaux résultats préliminaires, tout chauds, qui sortent du four, ça va être merveilleux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Le temps avançait, je sollicitais mes réseaux, j'ai sollicité Joanne, j'ai sollicité plusieurs personnes. Impossible de trouver des jeunes personnes endeuillées qui voulaient bien me rencontrer pour me raconter leur histoire. Fait que là, je me tourne vers mes 2 merveilleux auxiliaires de recherche. Je me dis, c'est pas grave, il n'y en a pas de problème, il y a toujours des solutions. On va aller faire une recension des écrits. On va aller voir ce qui a été publié sur le sujet. J'avais eu l'occasion de faire 2 entrevues, mais tu sais, on ne peut pas faire de la recherche avec 2 entrevues. Mais je me suis dit, on va aller regarder ce qui a été publié dans les écrits scientifiques. Et puis, je vais pouvoir nuancer ce qui a été publié avec ce que moi, j'ai rencontré, puis je vais être capable de présenter quelque chose de rigoureux puis d'intéressant. Fait que là, je donne ça comme travail à 2 de mes auxiliaires de recherche. Allez donc chercher dans les bases de données puis voir ce que vous trouvez. 2 semaines après, on se rencontre, ils me font « Déborah, on n'a rien trouvé ». Ben non, tu peux pas me dire qu'il y a personne qui a fait de la recherche sur les jeunes proches aidants endeuillés. Là, il est comme, on est en fin mars. Là, moi, je dois présenter au début du mois de mai. Là, ça marche pas. Ok, je vais aller voir le bibliothécaire parce que tu sais, c'est peut-être que les étudiants ils étaient pas bons là. On sait jamais, on va vérifier. Va voir le bibliothécaire, on vérifie tous nos mots clés, puis il n'y a pas grand chose qui est sorti. Donc, je suis arrivée en toute humilité à ma présentation. Je leur ai présenté les 3 histoires des 3 personnes que j'avais rencontrées. Puis je leur ai offert mon pamphlet de recrutement en leur disant que si ça leur tentait d'avoir des résultats, ils pouvaient m'aider à recruter. Puis ça a été merveilleux. J'ai eu plusieurs personnes qui sont reparties avec mes pamphlets de recrutement. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai réussi à rencontrer une dizaine de jeunes proches aidants et puis que je peux vous raconter un petit peu leur histoire. Fait que faut persévérer. Comme dans le deuil, en recherche, il faut persévérer. Donc, ce que je vais vous parler, ça c'est basé sur des entrevues qui ont été menées auprès de 9 jeunes proches aidants qui sont âgés principalement qui avaient entre 23 et 26 ans, mais qui avaient été proches aidants au début de la vingtaine. Fait que je voulais que ça fasse, idéalement, je voulais que ça fasse moins de 3 ans que la personne était décédée, mais tu sais, à un moment donné, quand tu as de la misère à recruter, t'élargis tes critères. On devient moins exigeant. Fait que c'était les personnes qui voulaient bien me parler de leur expérience de deuil. Puis ça a été fascinant parce que
Puis à un moment donné, j'avais reçu un tout petit financement pour faire ce projet-là. C'était un petit projet pilote. Puis je me souviens, je parlais avec Adèle, ma cordeau de recherche. Puis je suis comme, hey, on s'obstine-tu pour rien là? On peut-tu juste là, faire autre chose au pire? Puis elle me disait, mais tu sais là. Puis quand j'entendais les histoires, je suis comme, OK, non, il faut continuer. Parce que chaque personne qu'on a rencontrée nous ont remerciés d'avoir fait ce projet. Puis on dit qu'il n'y avait pas eu de place pour raconter leur histoire. Et puis qu'ils auraient donc voulu pouvoir parler de cette histoire-là avant que la personne soit décédée. Fait que ça me tient vraiment à cœur aussi de vous partager un petit peu leur expérience parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Avant que j'en aille dans les résultats, je vais peut-être juste aussi faire un petit détour sur les défis particuliers qu'on rencontre au début de la vingtaine. On appelle de plus en plus dans les dernières années, on parle des adultes émergents. Tu sais, on dit un petit peu des fois à la blague qu'on devient mature puis responsable de plus en plus tard, là, que ça se prolonge, puis on reste habité longtemps chez nos parents, puis que il y a toute une période, mais il y a tout un défi très particulier et identitaire chez les jeunes qui se passe au début. Quand on a 18 ans, là, c'est pas vrai que la nuit entre 17 ans et 364 jours, puis 18 ans, on se métamorphose, puis on devient responsable, qu'on sait ce qu'il faut faire dans la vie. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais il y a beaucoup d'éléments qui se passent au début de la vingtaine, que ce soit justement comment on négocie, les pairs, P-A-I-R-S, là, les amis prennent une influence très importante. Le choix de carrière, est-ce qu'on continue de faire des études? Est-ce qu'on va travailler? Dans quel milieu on va travailler? Est-ce qu'on décide de fonder une famille? Avec qui? Les premières relations amoureuses. Fait que c'est un moment vraiment très particulier dans la vie que les scientifiques ont décidé d'appeler, là, les théoriciens du développement, ils ont décidé d'appeler ça les adultes émergents. Fait que c'est vraiment cette petite partie-là. Puis moi, je trouve que c'est intéressant de porter notre attention sur cette période-là, parce qu'il y a plein de choses qui sont décisives. C'est comme si ce qui se passe au début de la vingtaine, il y a beaucoup de choix qui vont avoir un impact sur 10, 15, 20 ans après. Donc, on peut imaginer que l'implication en proche aidance et un deuil qu'on peut vivre à ce moment-là, bien, ça peut avoir des répercussions particulières d'un point de vue développemental. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que ça va? Non, ça va? Parfait. Bon, donc, je voulais vous présenter l'expérience. Pour simplifier, j'ai présenté mes résultats sur l'expérience des jeunes proches aidants en 3 grands moments. 3, là, c'est bien parce que c'est pas trop, parce qu'on arrive à les retenir, mais c'est quand même intéressant. Donc, je vais d'abord vous parler de l'expérience de la proche aidance, même si on est dans une discussion sur le deuil, parce que vous allez voir, il y a une très grande... il y a une grande correspondance entre ce qui est vécu pendant les activités de proche aidance et ce qui est vécu dans l'expérience de deuil. Ça vient vraiment teinter de façon importante. Et je pense que les personnes qui ont été proches aidantes plus tard dans leur vie ou à un autre vont se reconnaître dans cette espèce de trajectoire entre la proche aidance. Après ça, je vais parler du deuxième moment. Puis là, j'emprunte des mots à l'anthropologue Émilie Lessard qui parle de la fenêtre temporelle du mourir. La fenêtre temporelle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion peut-être d'en parler aussi avec Joanne, c'est le moment où il y a comme un moment où c'est suspendu, où on sait que la fin de vie s'en vient, mais la personne n'est pas encore décédée. Des fois, cette fenêtre, elle peut prendre quelques heures, puis des fois quelques jours, mais c'est comme un moment où on sait que le décès s'en vient. Fait que qu'est-ce qui se passe de particulier dans ce moment qu'on appelle la fenêtre temporelle du mourir? Et enfin, dans un troisième temps, je vais vous parler un petit peu de la particularité de l'expérience du deuil. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'avant que j'embarque dans mes 3 moments, il y aurait une question ou quelque chose ou j'enchaîne? J'enchaîne. Très bien. Donc, le premier élément qui est ressorti des jeunes qu'on a rencontrés, c'est l'adaptation et l'apprentissage en accéléré. Ces jeunes qui se retrouvent à être impliqués en proche aidance, bien, ils doivent s'adapter de façon extrêmement importante et ils doivent apprendre beaucoup de choses. Je ne sais pas, puis là, je fais souvent le parallèle avec des adultes plus âgés. Il n'y en a pas de manuel pour être proche aidant.
on ne le sait pas comment faire. Il n'y a pas de recette ou de façon de faire. Donc, c'est de s'adapter et de faire énormément d'apprentissage. Et les jeunes m'ont raconté à quel point c'était compliqué pour eux de s'adapter, d'autant plus que personne, et ce qui est drôle, c'est que pour la plupart des jeunes, avant de participer au projet de recherche, ne se considéraient pas comme personnes proches aidantes. Ça fait qu'eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme jeunes proches aidants, mais quand ils nous parlaient de leur histoire, ben c'est là, en tout cas, je vous ai passé les détails, là, mais je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle, j'en ai croisé. J'avais un devis qualitatif exploratoire, puis j'ai fait des analyses phénoménologiques interprétatives. Si j'ai parlé en chinois, c'est pas grave, oubliez la dernière phrase, mais c'est ça que j'ai fait. Donc, il y a une portée interprétative dans mon travail de recherche. Donc, c'est pour ça que je pars de ce que les jeunes m'ont dit, mais en fait, je fais du sens de ce que les jeunes m'ont raconté. Fait qu'il y a une partie d'interprétation dans mon travail de recherche. Donc, adaptation complexe, apprentissage qui doit être réalisé de façon rapide, et ça leur demande énormément de ressources. Puis là, il parlait de la ressource au plan notamment cognitif, puis au plan mental, à quel point ça les fatiguait, puis qu'ils avaient besoin de beaucoup s'adapter. Évidemment, une autre image que vous pourriez avoir quand on parle de jeunes au début vingtaine, on ne pense pas naturellement qu'ils ont pris soin de leurs parents ou de leurs conjoints qui étaient en fin de vie. On pense peut-être plutôt qu'ils allaient boire des bières puis qu'ils profitaient de la vie. Ça se peut qu'on fasse ça au début de la vingtaine. Bien, c'est sûr que l'implication en proche aidance, puis surtout quand on vit tout d'un coup au quotidien avec un parent malade, bien, ça vient avec une certaine privation puis l'impression de passer à côté d'une partie de sa jeunesse puis de sa liberté, surtout quand on voit ses amis qui, eux, ont une beaucoup plus grande insouciance et puis qui continuent, dans le fond, à vivre leur vie comme d'autres jeunes. Un autre élément aussi important, c'est qui m'a, moi, surpris quand j'entendais les discours de ces jeunes-là, c'est à quel point ils minimisaient leur implication aux proches aidance. « Ah, mais je faisais juste ça. Ah, mais je faisais juste l'aider à faire tel... Mais tu sais, c'est ma mère, mais oui. » Puis en fait, ils me disaient qu'ils faisaient juste ça, puis juste ça, puis juste ça. Mais quand on additionnait tous les juste ça qu'ils faisaient, bien, ils étaient très impliqués en proche aidance, mais ils avaient tendance à minimiser leur implication. Fait que ça m'a vraiment surpris. Un autre élément, c'est, je vous parlais un petit peu plus tôt que quand on est jeune, adulte émergent, il y a des éléments qui se passent au niveau des dynamiques relationnelles. Tout d'un coup, bien, on a 18 ans, puis on a 20 ans, puis on prend la voiture, puis on commence à boire peut-être, on vit des premières expériences. Puis là, tout d'un coup, bien, on se retrouve jeune proche aidant et qu'on a des responsabilités qui changent. Peut-être qu'on va aller à la pharmacie chercher les médicaments, qu'on va peut-être préparer un pilulier, qu'on va s'assurer que la personne dont on prend soin, elle a pris ses médicaments. Puis peut-être qu'il ne faut pas qu'elle mange 2 heures avant d'avoir pris ses médicaments, puis il faut qu'elle mange quelque chose en même temps qu'elle prend ses médicaments. Fait qu'on se retrouve peut-être à dire à son parent, non, tu ne peux pas manger, ou as-tu pris tes médicaments? Il y a comme une nouvelle dynamique relationnelle qui peut se mettre en place, puis qui est particulière au début de la vingtaine, où souvent on a encore besoin on peut avoir encore besoin d'être guidé par des parents, puis là tout d'un coup, ben, ça change. Puis là, ben, c'est très drôle parce que moi je parle de ça, puis j'ai mes parents dans la salle, fait que c'est encore plus drôle. Là, vous voyez une 3e dimension. Autre élément qui se change dans la dynamique relationnelle, c'est tout ce qui a trait à l'intimité. On peut aider en donnant des médicaments, mais l'approche aidance, ça peut aller au-delà d'aider. On peut aider à la mobilité, mobiliser, aider quelqu'un à se lever. Puis on peut des fois aider quelqu'un à faire sa toilette, ou à un moment donné, ben, quand les fonctions de base fonctionnent moins bien, ben, on peut être amené à aider. Puis là, ben, il y avait une jeune aidante en particulier qui racontait que elle, c'était son beau-père, donc c'était le conjoint de sa mère qui était, je ne sais plus si c'était un cancer ou la SLA, bref, en tout cas, qui avait une maladie quand même à pronostic assez rapide. Puis ça faisait pas très longtemps que sa mère était avec ce nouveau conjoint, et ben, des fois, sa mère n'était pas là. Puis là, ben, le conjoint
de sa mère, donc son beau-père, il avait besoin de soins, fait qu'elle s'est retrouvée à devoir donner des soins à un beau-père, fait que ça change aussi l'intimité de tout d'un coup prendre soin de quelqu'un. Les jeunes parlaient aussi de à quel point ils avaient développé leur attention. Fait que c'est comme s'ils devenaient sur le qui-vive, beaucoup d'hypervigilance, faire attention à plein de détails. Est-ce que tu as mangé? Est-ce qu'il y a assez dans le frigo? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Alors que les autres pensent à où est-ce qu'on pourrait donc bien sortir samedi soir? Ben moi, je m'assure que si je sors, est-ce qu'il y a quelque chose dans le frigo? Est-ce qu'il y a les médicaments? Est-ce qu'il y a telle ou telle chose? Fait que c'est comme une charge mentale qui se rajoute très tôt chez ces jeunes-là. Et ce qui amène, vous n'en serez probablement pas surpris, une perte d'équilibre, un grand basculement et un changement identitaire. Alors que j'étais l'enfant dont on prenait soin, je deviens la personne qui prend soin. Mais ça se passe, comme je vous le disais un peu plus tôt, de façon très accélérée et des fois, ça peut être assez difficile. Là, j'ai une participante qui me disait hey, que mon père me téléphone puis qu'il me dise « ça va pas, il faut que tu rentres », il faut vraiment que ça aille pas. Et qu'elle abandonne tout ce qu'elle est en train de faire pour rentrer, ben, ça vient perturber un certain équilibre. Un autre élément qui est vraiment particulier aux jeunes proches aidants, c'est que souvent, ces personnes-là vont soutenir la personne qui est malade. Si on reprend l'exemple de la participante dont je vous parlais plus tôt, qui soutenait son beau-père, mais qui est-ce qu'on soutient aussi? Sa mère. Et que souvent, et ça c'était très courant dans les accès, puis c'est pas non plus complètement, ça se retrouve aussi dans les proches aidants plus âgés, mais c'était particulièrement le cas dans les jeunes proches aidants. Non seulement leur expérience de proche aidant c'est pas reconnue, mais en plus ils prennent souvent soin de plusieurs personnes. Là, en l'occurrence, prenait soin, la plupart, ben, soit elle prenait soin de son beau-père, mais de sa mère, qui était très triste, qui allait pas bien, qui avait aussi besoin des fois qu'on lui remonte le moral. Des fois, ça peut être dans la fratrie, souvent les enfants aînés. J'ai eu la chance de rencontrer 2 sœurs, puis c'était vraiment chou parce qu'elles voulaient faire leur entrevue ensemble. Je leur offrais là, soit de le faire tout seul ou ensemble. L'entrevue a duré 3 heures. Elles en avaient à dire, ces 2 sœurs. Et puis, ben, c'est ça. Ce que l'aînée racontait, c'est qu'elle prenait soin de leur mère, qui était malade, mais elle prenait aussi soin de sa sœur et de la 3e sœur. Puis la bisbille avait pogné, là, fait que c'était pas les 3 sœurs, mais ça avait rapproché beaucoup les 2 sœurs, mais la 3e sœur, ben, elle avait vécu ça différemment. Puis il y avait vraiment eu aussi, fait que c'est toutes les dynamiques qui peuvent se passer au début de la vingtaine, c'est pas toujours simple. Donc, je pense que ce que je me répète là, mais ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'il y en a des jeunes proches aidants et puis qu'ils sont souvent invisibilisés puis que leur expérience n'est pas reconnue. Fait que ça, ce serait ce que j'ai envie que vous reteniez, là, mais je vais continuer à vous dire d'autres choses que j'espère qui sont intéressantes. Un autre élément qui est là c'est plus la psy qui embarque. Il y avait vraiment un brouillage des frontières aussi que moi j'ai perçu chez ces participants, que ce soit l'idée notamment de se mettre de côté. Ce que j'entendais beaucoup dans le discours de ces jeunes proches aidants, c'est l'oubli de soi. Puis ça non plus, c'est pas inconnu à l'expérience de la proche aidance, mais c'est encore plus particulier quand on est en train de se bâtir, quand on est en train de construire son identité. Mais c'est encore plus facile de s'oublier quand on ne sait pas vraiment qui on est. Donc, beaucoup d'oubli de soi, difficulté à connaître puis à mettre ses limites d'aidant. Là aussi, ça se retrouve aussi chez les plus âgés, mais c'est comme si les jeunes sont un peu plus fragiles parce qu'ils ont moins d'expérience de vie. Et il y en a plusieurs qui parlaient d'être submergés par la situation et par la proche aidance, sans le nommer, mais ils étaient beaucoup... Il fallait continuer d'aller à l'école, il fallait peut-être continuer à remettre des travaux, il fallait continuer à étudier, mais en même temps, on a un parent, la plupart, ça je ne vous ai pas dit, la plupart c'était des parents. Puis il y avait une histoire extrêmement touchante aussi, un jeune, il n'y en a pas beaucoup, j'ai eu 3 sur les 9, j'ai eu 3 hommes, c'est quand même, il y en a, mais ça fait 1/3 de l'échantillon qui étaient des hommes. Puis son histoire était vraiment, vraiment touchante. C'était sa conjointe qui était atteinte d'un cancer des ovaires. Et puis, en 1 an, il l'a accompagnée jusqu'à la fin. Et lui, il disait à quel point il a mis ses études de côté, il a tout mis de côté pour s'occuper de sa conjointe. Mais
il parlait à quel point il était submergé par la situation, puis qu'il n'y avait pas de modèle. Là. Il n'y a pas de modèle pour un jeune dans la vingtaine de savoir comment tu fais pour prendre soin de ta conjointe qui va mourir, comment tu l'accompagnes. Ben, il a comme dû, il s'est retrouvé extrêmement seul. J'y reviens après. Donc, brouillage des frontières, se mettre de côté, puis c'est comme si ça vient retarder un petit peu le développement identitaire. Il y avait aussi un nouvel espace-temps. Pour beaucoup, c'était un parent ou une conjointe, là pour l'autre auquel je pense. La maison devenait un espace de soins pour la plupart, avec un lit qui monte, des adaptations, des bip-bip, des gens qui viennent faire des soins à domicile. Puis c'est merveilleux, là, on veut avoir des soins à domicile, là, ne me comprenez pas de travers. Mais ce que ça donne, c'était que pour beaucoup de jeunes, ils avaient l'impression de ne plus avoir de chez eux où ils pouvaient relaxer, puis être, puis se déposer. Il n'y a pas de problème. Donc, l'impression de ne plus avoir de chez soi, comme si la maladie vient envahir, dans le fond, même la maison, même l'endroit où ces gens pouvaient se ressourcer. Puis, bon, un élément le plus important, je pense, qui est à retenir de l'expérience de la proche aidance, c'est la solitude. Puis là, les 9 participants rencontrés, là, c'était unanime. Ils se sont sentis extrêmement seuls parce qu'il n'y a personne qui les comprenait. Puis souvent, ben, ils se retrouvaient en sandwich entre la personne aidée puis une autre personne. Puis même s'ils essayaient d'en parler, ils avaient l'impression que les gens étaient tellement à des années-lumière que finalement, ben, ça ne résonnait pas. Fait qu'une grande solitude puis l'impression de manquer de résonance. Comme si ce qu'on vit, on est vraiment un extraterrestre. Et le besoin d'avoir du soutien, mais en même temps, de ne pas savoir où aller chercher du soutien. Puis c'est tout l'enjeu, là. Si quelqu'un a une solution, je suis preneuse, mais si soi-même, on ne se reconnaît pas comme personne proche aidante, bien, comment est-ce qu'on peut offrir du soutien à des gens qui ne se reconnaissent pas comme personne proche aidante? Fait qu'en tout cas, puis ça, c'est des données que je n'ai pas encore analysées, mais à la fin, quand j'ai commencé à analyser toutes mes entrevues individuelles, je me suis dit, hey, ce serait-tu fou qu'on fasse se rejoindre toutes ces personnes-là qui ont vécu une expérience individuelle ensemble, dans une entrevue de groupe. Fait que j'ai invité toutes les personnes qui avaient été rencontrées, je ne les ai pas toutes rencontrées moi, là, j'ai une équipe, on les a rencontrées, puis on leur a proposé de participer à une entrevue de groupe. Sur les 9, il y en a 5 qui ont accepté de participer. Après 2 heures, on a dû arrêter parce qu'on ne voulait pas, éterniser. Mais les jeunes nous ont dit à quel point, puis ce n'était pas une thérapie, là, ça se voulait vraiment une entrevue de recherche, à quel point d'avoir pu partager leur expérience puis de s'être sentis connectés avec d'autres jeunes qui avaient vécu la même chose, ça avait été vraiment merveilleux. Fait que ça, c'est une partie dont je ne peux pas vous parler encore, je n'ai pas analysé cette partie des données. Ce sera peut-être pour une suite. Donc là, ça ferait le tour sur mon premier volet. Vous vous rappelez le premier volet de la proche aidance? Fait que rapidement, là, si je vous rappelle, l'adaptation et l'apprentissage en accéléré, on découvre des nouvelles dynamiques relationnelles, il y a un brouillage des frontières, une tendance à se mettre de côté, un nouvel espace-temps avec la maison qui devient plus source vraiment de relaxation ou de petits nids douillets, mais ça devient plus un espace de soins. Et en gros, on est seul, on manque de résonance, on aurait besoin de soutien extérieur, mais on ne sait pas trop de quoi ni comment. Je ne vous vends pas du rêve ce soir, mais c'est un petit peu à ça que ça ressemble l'expérience de proche aidance. Deuxième élément, la fenêtre temporelle du mourir. Bien, ça, c'est beaucoup plus court parce que l'expérience de proche aidance là, pouvait varier de 2, 3, 4 ans. Moi, j'avais pas c'était surtout du cancer puis de la SLA parce que je profite encore de remercier SLA Québec qui m'a vraiment aidé dans mon recrutement. Fait que, par le fait même, bien, j'ai eu beaucoup de proches, de personnes qui étaient atteintes de la sclérose latérale amyotrophique. Pendant la fenêtre temporelle du mourir, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit chez toute personne qui accompagne une personne en fin de vie avec une attention qui est redoublée, un grand déséquilibre, beaucoup de responsabilités, de stress. Et comme on le voit aussi chez les endeuillés plus âgés, bien souvent le fait d'être présent jusqu'à la fin
ben, ça va aider dans le deuil. Le fait d'avoir su préserver le lien, d'avoir développé de l'intimité, puis d'avoir eu le souci de l'autre, ben, c'est toutes des caractéristiques après dont on retrouve les empreintes plus tard dans le deuil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la fenêtre temporelle du mourir. C'est quand même assez court parce que ben, c'est court. Le deuil. Bon, une fois que la personne qu'on a aidée est décédée, ben, ça implique de réintégrer le monde et de reprendre la vie. Santé. Sauf que, ben, dans ce cas-là, la mort, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça termine la trajectoire de la proche aidance. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment vrai, mais pour la plupart, ça termine la trajectoire de la proche aidance. Puis c'est comme si, on peut avoir l'image d'un train, puis à un moment donné, ben, c'est comme si on a débarqué du train pour s'occuper de notre proche. Mais les amis, ils ont continué, là. Ils sont rendus 3, 4 gares en avant. Puis à un moment donné, quand la proche aidance termine puis qu'on veut reprendre la vie, ben oui, on réembarque dans le train, mais c'est comme si on n'est pas à la même place que les autres. C'est comme si la vie a un peu changé, puis on n'est plus la même personne. Même si on peut retourner à l'école ou on retourne dans son travail, il y a quelque chose qui s'est changé. Puis c'est vrai pour, je pense, la plupart des deuils, mais encore une fois, à cause du carrefour identitaire qu'on a au début de la vingtaine, ben c'est encore plus grand. C'est comme si c'est encore plus, ça se remarque encore plus. Donc, la vie qui a été mise sur pause doit reprendre. Il s'agit là de réinvestir la vie sociale, la vie professionnelle, la vie étudiante, les autres activités. Mais des fois, on peut aussi se rendre compte que ben, quand on y retourne, ça fait plus de sens. On n'est plus la même personne. Peut-être qu'on n'a plus envie d'être là où on était parce qu'il y a eu des gros changements sur les plans identitaires et sur les plans existentiels. On a été confronté à la finitude beaucoup plus, alors que d'habitude, au début de la vingtaine, là, on est invincible. Toutes les conduites à risque, là, tous les comportements un peu tête brûlée, là, vous pouvez imaginer n'importe quoi, parce que quand on est au début de la vingtaine, la mort, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de cette conception. Puis là, je caricature, là, évidemment, mais souvent, c'est quelque chose qui est comme... Puis là, ben, ces jeunes-là, ils ont été confrontés à la finitude, fait que c'est comme si tu ne peux pas faire croire que la mort, elle n'existe pas. Tu l'as vécu de façon très proche. Donc, souvent, les gens vont être amenés à un peu vouloir rattraper le temps perdu, puis redécouvrir c'est quoi mon identité, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'aime. Tout d'un coup, là, il y a beaucoup plus de temps, parce que le temps que je passais à prendre soin de mon proche, ben là, j'ai plus de temps. Fait qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? Puis en même temps, ben, il y a là, je vous passe parce que je me disais que vous le saviez, mais il y a toutes les émotions qu'on vit dans le deuil, là, qu'on peut vivre, là, que ce soit de la tristesse, de la colère, le changement d'appétit, les difficultés de sommeil, en tout cas, tous les changements, mais s'additionne aussi tout ça. Ça demande beaucoup, encore une fois, de ressources psychologiques et des ressources sociales. Et il me parlait beaucoup de fatigue, toute la fatigue que ça l'impliquait. Paradoxalement, ils faisaient moins d'activités puisqu'ils n'avaient plus de proche aidance, mais la fatigue accumulée dans la proche aidance, plus toute l'adaptation, bien souvent, ça les amenait à vivre de la fatigue. Après coup, dans le deuil, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont parlé du sens qu'ils donnaient à la proche aidance puis à la mort. Comme s'ils revisitaient leur expérience de la proche aidance. Puis là, je vois Joanne qui hoche de la tête. Ça ne te surprend pas, hein, tout le côté du meaning-making, là, le sens qu'on donne. Mais là, c'est comme s'ils revisitaient leur expérience de la proche aidance de façon positive. En y voyant, enfin, ceux qui étaient capables de le faire, bien, ils vivaient un deuil plus serein. Hey, j'ai été là pour cette personne-là. J'ai été capable de l'aider. On a vécu des beaux moments. J'ai été présente pour elle. On a pu se parler. Fait que souvent, ça, c'était... Fait qu'en fait, c'est souvent un élément qui facilite l'adaptation au deuil d'avoir été impliqué en proche aidance, en fait. Donc, c'est... ce que beaucoup de jeunes me disaient aussi, c'est que l'engagement en proche aidance, ça leur amenait de la fierté. Pas nécessairement au moment de la proche aidance, mais avec du recul, ils étaient fiers de l'avoir fait, puis ça avait tendance à augmenter leur estime d'eux-mêmes. Fait que c'était comme vraiment quelque chose de positif. Fait que moi, je suis fondamentalement optimiste dans la vie, fait que j'essaie toujours de chercher le verre à moitié plein. Fait que ce que je veux vous dire, c'est que oui, les jeunes aidants sont peu reconnus,
Mais pourtant, c'est quelque chose, puis je ne veux pas cacher que, tu sais, il disait, là, c'est difficile, il y a de la solitude. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les soutenir, ces jeunes-là, mais cette expérience-là n'est pas négative en soi. La proche aidance, c'est très beau, puis ça peut amener aussi plein de côtés positifs, pour autant qu'on puisse être accompagné et soutenu dans cette expérience de la proche aidance. Beaucoup de jeunes ont parlé aussi d'avoir des nouvelles valeurs. L'importance des relations était plus importante, le développement d'une capacité de résilience, une envie beaucoup plus forte aussi de vouloir profiter de la vie. C'est comme s'ils l'ont vu que la vie peut s'arrêter demain, là. On peut tomber malade, donc ça a amené à ces éléments-là. Puis ça, c'est pas les participants que moi j'ai rencontrés, mais quand j'ai lu les quelques études aussi qui étaient disponibles sur le sujet, vous ne serez pas surpris avec ce que je vous ai raconté de voir qu'il y a pour certains jeunes à qui ils ont carrément changé de carrière. Il y en a qui ont arrêté ce qu'ils étaient allés faire, puis qui se sont, par exemple, dirigés vers des métiers comme les sciences infirmières, puis beaucoup sont allés en soins palliatifs. Fait que je vous disais plutôt que la mort termine la trajectoire de proche aidance, mais là, c'est aussi particulier. J'ai remarqué les deux cas de figure. Parmi mes participants, il y en a effectivement qui ont eu un relâchement, puis qui sont retournés dans leur vie, qui ont changé qui sont retournés dans leur vie, puis qui se sont adaptés. La proche aidance, c'était comme une parenthèse un petit peu dans leur vie, ou un moment dans leur vie. Puis il y en a d'autres où c'est devenu une identité, puis qui ont commencé à aider leur sœur. Puis qu'après ça, ils ont aidé leur ami. Puis qu'après ça, puis c'est comme si c'est devenu un mode de fonctionnement. Puis là, ça peut être très beau, mais comme des fois, on peut avoir de la difficulté à mettre ses limites, c'est aussi, encore une fois, là, la psy dit comme, OK, sur le plan identitaire, il y a peut-être une fragilité, puis il faut voir que ces personnes ne s'épuisent pas, puis cherchent leur valeur dans seulement aider. Ça peut être peut-être des fois plus délicat. Puis un autre élément qui fait écho à ce dont je vous parlais plus tôt, la solitude pendant la période de la proche aidance, il y a une grande solitude qui est vécue dans le deuil aussi de ces jeunes-là. Encore une fois, ils ont l'impression que les gens ne les comprennent pas. Là, reviens-en, ça fait tant de temps qu'elle est décédée. T'es jeune, là, tu vas en retrouver une autre blonde. Hey, c'est ça qu'on lui disait à mon participant. Là. Il trouvait ça tellement douloureux qu'on lui dise. Ils se sont mariés, il y avait des projets. Puis, mais t'es jeune, t'as tout le temps de refaire ta vie. Ça peut être très blessant. Donc, la solitude puis l'impression de ne pas être compris qui avait été vécue dans la proche aidance, elle se retrouve aussi souvent jusque dans l'expérience du deuil parce que c'est difficile. Puis, on est là pour en parler ce soir. Vous le savez, les gens ne sont pas toujours confortables, puis ne savent pas toujours comment réagir par rapport au deuil. Et probablement que, encore plus quand c'est un jeune, on ne sait pas nécessairement comment, quelle attitude avoir ou quel mot employer pour le soutenir. Voilà. J'arrivais à peu près... fait que je serais prête à prendre, je pense, vos questions, commentaires, parce que j'espère que j'ai suscité de l'intérêt puis que vous aurez des questions à me poser. Merci beaucoup. Tu as droit à ce service aussi. Ah, j'aurais droit au service d'accompagnement de main? Oui. Ah, c'est de toute beauté. Tu peux le demander à la fin. Oui. Alors, on va y aller avec des questions puis un échange ensemble. Parfait. J'aimerais vous donner d'abord la parole, mais si rien ne vient à l'esprit pour le moment, j'ai quelques questions et quelques remarques qu'on va élaborer ensemble. Super. Est-ce que déjà, il y a quelqu'un qui aimerait réagir à ce stade? Bon. Alors, on dirait que... Oui. Ah oui, oui, on y va. Ça sera pas long. Vous allez avoir le micro. Oui. Oui. Mais, Il arrive. juste près, oui. Oui, mais c'est pour l'enregistrement. Pour les personnes qui sont en ligne, elles ne vous entendront pas, sinon. À la maison, excellent.
Alors, non, je trouve ça très intéressant. C'est sûr que moi, je suis loin d'être dans la vingtaine, là. J'ai même plus que 3 fois ça. Mais la seule chose que j'essaie de voir, c'est, parce que je l'ai vécu un peu avec mes beaux-parents, c'est, ou même mes parents, moi, ma mère, c'est ces gens-là, ils font le mieux qu'ils peuvent, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont naturelles dans ça. Ils n'ont pas besoin de lire ou ça vient tout seul. Mais il vient à un moment donné où est-ce que c'est trop. Hein? Ils ont beau faire tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils veulent. Mais là, à un moment donné, c'est trop, ça dépasse leur capacité, leur possibilité. Alors, ou bien ils sont capables de le voir, il y en a d'autres qui ne sont pas capables de le voir, ils se perdent un peu dans ça, et malheureusement, ils peuvent en venir malades, finalement, eux autres mêmes. Alors là, ça ne devient plus des aidants, d'une certaine façon, puisqu'ils sont plus capables de le faire. Mais où est-ce que là, c'est quoi le filet, il est où, là? Hein? La prise, elle est où? Dans le système, quelque part, pour les aider, ces jeunes-là. Parce que, bon, à nos âges, nous autres, on sait un peu comment le système fonctionne, on finit toujours par se débrouiller, mais des jeunes dans la vingtaine, là, c'est pas évident. Alors, c'est ça ma question. Oui, merci pour la question. Puis, oui, c'est pas évident. Puis, jusqu'à 18 ans, il y a un autre enjeu, c'est qu'il peut y avoir la protection de la jeunesse qui embarque. Ça, c'est aussi un autre enjeu. Jusqu'à 18 ans, il y a des enjeux, parce que là, je parlais, moi, des 18, mais ça commence à 15 ans, ça commence même aussitôt que 10 ans. Là. Dès le primaire, il y a des jeunes qui sont impliqués pour aider, puis jusqu'à un certain point, c'est normal. Enfin, aider, donner un coup de main, mais c'est quand ça entrave le développement que ça devient problématique. Il y a des cas où la protection de la jeunesse peut intervenir dans des cas de négligence, mais c'est jusqu'à 18 ans. Fait qu'effectivement, les 18-25, là, ça devient une population où ils sont plus considérés comme des enfants, mais c'est comme s'ils sont pas encore, effectivement, ils savent pas encore comment aller chercher de l'aide, puis comment se développer. Donc, c'est pas évident. Par contre, dans les dernières années, il y a vraiment une sensibilisation qui se fait à la jeune proche aidance dans les organismes communautaires. Il y a les organismes qui sont impliqués en proche aidance, que ce soit la fêtière des organisations comme Proche Aidance Québec, puis dans plusieurs organismes dans des régions, ça devient de plus en plus... c'est de plus en plus reconnu dans les organismes. Ils essayent de soutenir les jeunes, mais l'enjeu de les rejoindre reste là. Si un jeune ne se reconnaît pas comme proche aidant, bien, même s'il y a un groupe de soutien qui est offert pour des jeunes proches aidants, ce n'est pas nécessairement évident. Fait que je pense que ça passe par la reconnaissance, puis le milieu scolaire, puis le milieu des services sociaux, de prendre la question, quand on a quelqu'un en oncologie ou quand on donne un diagnostic, bien, qui sait autour de vous? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des gens dans l'environnement de penser? Parce que c'est pas encore un réflexe de penser que ça existe, la jeune proche aidance. Fait que j'ai l'impression que plus on va en parler, ben plus après ça, il va pouvoir y avoir du soutien qui va être offert pour ces gens-là. Oui, là-bas, peut-être à la maison. Oui. Oui, merci. Alors, il y a Lucie qui remercie pour l'intervention et qui dit que du fait que certains jeunes ne se reconnaissaient pas comme proches aidants, comment vous avez fait pour les recruter? C'est une très bonne question. En fait, moi, j'ai juste cherché des gens qui disaient quelqu'un de proche est décédé. Est-ce que tu es en deuil de... J'avais une affiche de recrutement qui demandait si la personne était... Il y avait quelqu'un dans son entourage qui était décédé. Puis après ça, Adèle, pour ne pas la nommer, là, ma coordo, qui téléphonait, ben, elle vérifiait dans le fond. Parce qu'en fait, il y a une échelle qui existe, ça s'appelle le MACA. C'est le Multidimensional Assessment of Caregiving Activities. Donc, c'est une échelle de proche aidance pour les jeunes, pour simplifier, qui est utilisée à l'international puis qui documente 6 grands domaines de soutien.
que ce soit le soutien, par exemple, le soutien dans les tâches ménagères, le soutien la toilette ou les soins personnels, le soutien émotionnel, le soutien à la fratrie, puis j'en oublie, là, mais il y en a 6. Puis en fait, en faisant un pré-appel au téléphone, ben, si on voyait que la personne avait été impliquée en proche aidance, ben là, on l'incluait dans la recherche, mais qu'on ne pouvait pas effectivement directement recruter en demandant « Es-tu une proche aidante? Sinon, je ne serais pas là avec vous ce soir, parce que j'aurais toujours rencontré personne. » Puis c'est en fait en cours d'entrevue que la plupart se sont rendus compte qu'en fait, il y était des personnes proches aidantes, mais ils n'en étaient pas conscients avant de participer à l'entrevue. Merci, ça me permet de préciser, c'était une super bonne question. Merci. Ici. Merci, Déborah, de cette présentation très riche. J'avais une question, je trouverais l'analogie intéressante sur cette notion du train qui continue à avancer et ce jeune qui peut-être ne trouve pas sa place dans ce train où les proches sont rendus beaucoup plus loin dans leur vie. Et je me demandais si, dans les entrevues, encore une fois, c'est moi qui projette mes propres images là-dessus, mais est-ce qu'ils sont intéressés plutôt à un autre type de train? Maintenant qu'ils ont une expérience différente, parfois c'est une maturité ou peut-être une fausse maturité trop poussée trop rapidement, là, mais en fait qu'ils ne sont pas intéressés à ce train, parce que l'autre image utilisée, c'est les têtes brûlées, là, de dire que je suis rendu plus loin, j'ai acquis une façon d'être responsable, j'ai organisé mon temps, mon travail, mes études tout en prenant soin. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi des jeunes différents et qui décident que c'est plus ce train-là qui m'intéresse? Moi, c'est un autre genre de train que je veux maintenant. Oui, en tout cas, j'ai un participant qui me vient en tête. Et lui, c'était fascinant. C'est lui qui a accompagné sa conjointe au début vingtaine, là, qui étudiait en droit, puis qui a comme tout mis son barreau de côté, mis sa maîtrise de côté. Puis lui, il a fait des recherches sur Internet, puis il m'a contacté parce qu'il cherchait des gens qui faisaient de la recherche sur la jeune proche aidance. Fait que lui, c'était un de mes premiers, là. J'ai pas eu besoin de le recruter. C'est lui qui m'a écrit parce que, bref, en tout cas, j'avais sur mon site, sur le profil de ma page à l'université, ça note les projets en cours. Fait qu'il a vu le projet, puis il m'a écrit, puis il est rendu patient partenaire pour le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie parce que pour lui, il y avait un besoin tel de comprendre aussi, puis qu'on reconnaisse son expérience, puis lui, c'est comme devenu une mission. Il est retourné quand même faire ses études, puis probablement qu'il va être avocat, mais je pense qu'il ne sera jamais le même avocat qu'il aurait été avant. Et ça, je pense que c'est aussi, quelque part, souvent, ça fait ça le deuil. On se transforme quand même un peu. Fait que je pense qu'il y en a qui vont retourner à leur vie plus, puis qui vont peut-être vouloir embarquer dans le train, mais il y en a d'autres qui n'auront plus l'intérêt parce que justement les valeurs ont changé, les priorités peuvent avoir changé dans la vie, puis qui sont plus exactement les mêmes personnes. Fait que c'est pas juste une projection. Je dirais pas que c'est jamais, il n'y a pas de déterminisme, c'est pas automatique, mais il y a une grande partie de gens pour lesquels oui, ça fait ça. Je me demandais si certains des jeunes, vous avez mentionné le fait que ça peut être difficile de vivre son deuil quand on a été proche aidant au début vingtaine, parce que quand on soutient l'autre personne qui a perdu son conjoint, il n'y a comme pas de place pour nous. Fait que c'est un élément, je pense, qui pourrait aussi, qui me semble important. Oui, absolument. L'idée de solitude là dont je parlais, puis je repense à la fille la jeune femme qui aidait qui prenait soin de son beau-père avec sa mère. Dans le deuil, elle disait la même chose. Je suis dans l'ombre. C'était mon beau-père. Les gens pensent à ma mère qui a perdu son conjoint, mais les gens comprennent pas pourquoi je suis triste. C'était mon beau-père. Ça faisait 5 ans qu'il était dans ma vie. Voir que certains amis me disent, voir que tu es triste, là, reviens-en, tu peux de nouveau sortir avec nous, là. Pourquoi tu... Fait que oui, absolument, il y a cette... On dirait de nouveau en reflet, là, comme la proche aidance n'est pas nécessairement reconnue, le vécu du deuil
pas nécessairement plus reconnu après. Puis c'est comme si ça accumule, puis ça donne l'impression que finalement, ben, mon expérience est peut-être pas si tant importante. C'est tout à fait. Oui, là. Bonsoir. Bien, merci beaucoup pour toute cette expertise. Ça m'a rappelé des choses parce qu'il y a des choses, ça m'aide à comprendre. J'avais une question, en fait, qui me passait par la tête, c'est la définition d'un proche aidant. Je trouve que ça peut être tellement large et attribué de différentes façons. Mais moi, ça me revient où ce que j'étais quand j'ai 18 ans. J'étais d'avoir 19 ans, puis mon père, il est rentré le lundi matin à l'hôpital, il a fait un infarctus, puis le vendredi, il est mort. Et j'étais jeune, puis ma mère, bien, mon père, il avait un commerce. Puis quand mon père est décédé, elle a fait une montée de pression. 5-10 minutes après, on était à l'urgence avec ma mère. Fait que non, c'était difficile. Puis ma mère, elle était sur une médication longtemps parce qu'elle avait perdu complètement la mémoire. Là. Même au funérailles, c'était difficile. Elle a réussi un peu, mais après ça, elle est partie des semaines chez sa sœur. Et là, moi, je me retrouvais à 19 ans. Je me disais, c'est quand même... tu sais, aujourd'hui, je le réalise, là, j'étais jeune, mais à ce moment-là, on dirait que c'est comme j'avais beaucoup pleuré avant, moi, parce que j'étais proche de mon père, puis des mois avant, j'arrêtais pas de pleurer jour et nuit, mais je ne savais pas pourquoi. Puis quand le matin, il est parti, ma soeur me traînait à l'escalier, mon frère s'en va à l'hôpital, je dis non, moi, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas y aller. Parce que dans ma tête, on dirait, je venais de comprendre qu'il ne reviendrait jamais, c'était fini. C'est comme si j'avais voulu me préserver de je ne veux pas voir les manœuvres, je ne veux pas voir tout ça, parce que ma mère va avoir besoin de moi après. Puis toutes mes soeurs et frères étaient mariés. Il y avait une de mes soeurs qui se mariait 2 semaines après, qui s'était prévue. Puis pendant, tu sais, longtemps après... ma mère, je me disais, quand il revenait à la maison, quand même, il était dans la soixantaine, puis je me disais, c'est moi, il faut qu'il la protège. Là. Fait que tout le commerce, puis ça, la première année, mes frères venaient m'aider, mais tu sais, le soir même que mon père est décédé, ma mère était chez nous, puis j'ai recouché avec ma mère dans le lit de mon père, ça, c'était quand même... Tu sais, je repensais à ça après, là, puis c'est vrai que ça demande beaucoup d'adaptation. Puis après ça, moi, j'ai continué des études, parce que j'avais arrêté quand mon père était malade, là. Il disait qu'il ne filait pas, mais il ne voulait pas consulter. Moi, je savais qu'il y avait des petits problèmes. Puis après ça, j'ai repris mes études. Puis c'est drôle, parce que mes sœurs me disaient, tu ne retourneras jamais à l'école. Moi, je devenais infirmière, je fais de l'université. Puis là, je me disais, moi, je savais que c'est ça que je voulais, depuis que j'étais petite. Puis c'est drôle, parce que même aujourd'hui, là, moi, j'ai travaillé longtemps en communication avec les enfants, tout ça. Puis je regarde dans mes sœurs, tu sais, il y a un décalage aussi de génération. Là, ils ont 15-16 ans, des fois de plus que moi. Ouais. Puis je me rends compte que ce sujet-là, la mort de mon père, c'est quelque chose qui est quasiment tabou. Si maintenant j'essaie d'en parler, de dire « Hey, j'étais jeune », là, puis là, ça m'aide à comprendre que j'ai développé des stratégies toute seule. Là. Mais c'est comme, ils vont nous dire, comme vous avez dit tantôt, « Ben là, tu étais jeune, passe à d'autres choses. » Fait que tu sais, il y a encore beaucoup de ça, même aujourd'hui. Puis je me demandais si les jeunes qui sont aidés aujourd'hui, s'ils ont des ressources, eux, pour les aider à comprendre tout ça. Bien, merci d'abord de votre partage. Je trouve que c'est très touchant et effectivement, je peux imaginer que cette épreuve, ça a dû forger qui vous êtes aujourd'hui. Puis vous devez avoir fait preuve de beaucoup de résilience pour passer à travers ça. J'aurais envie de vous dire, j'aurais envie de souhaiter qu'il y ait des services, mais je ne le sais pas. Parce que les jeunes que j'ai rencontrés, en tout cas, il n'y en avait pas eu de service. Donc, je pense qu'après, ça dépend. Puis, ben moi, ça m'a amené à... Ça m'a amené à vouloir faire le groupe de soutien, puis c'était vraiment touchant, tout ce qui se passait dans ce groupe-là. À un moment donné, il fallait arrêter parce qu'il fallait arrêter. Puis, tu sais, j'avais dit que ce serait 60 à 90 minutes, puis quand on arrivait proche de 2 heures, je me dis, là, il faut quand même qu'on arrête. Mais c'était vraiment touchant de voir comme ils prenaient soin les uns des autres. Comme il y a une participante qui venait de perdre sa maman 6 mois avant seulement. C'était clairement celle qui avait le décès le plus récent. Puis de voir les autres, comment ils prenaient soin d'elle, mais sans lui dire « Ah, tu vas voir, il va se passer telle affaire » ou « Fais donc ça, ça va bien aller ». Mais vraiment des conseils qui étaient sentis et puis qui avaient comme vraiment une préoccupation puis un prendre soin de l'autre qui était vraiment très touchant. Je pense que c'est de ça dont les jeunes auraient besoin d'échanger, puis peut-être pas les jeunes, tous on a besoin de ça, d'échanger avec des gens dont on se ressemble, puis dont l'expérience se ressemble, où on peut connecter. Mais je pense que c'était particulièrement le cas pour ces gens-là. Et que là, ça a marché, mais ça a marché parce que les astres étaient alignés.
c'est toute la difficulté de dire comment est-ce qu'on peut essayer d'implémenter ça. Ce serait malheureusement encore compliqué, je pense. Je dis pas que c'est pas possible, là. Je reste ouverte, puis tout d'un coup, il y aura peut-être une façon de, mais je pense que c'est de ça dont les jeunes auraient besoin. Après, la forme que ça peut prendre, puis comment le rendre concret, c'est encore un beau défi. Oui, ça pourrait être intéressant de, pas s'annoncer, mais de créer quelque chose à ce niveau-là. Joanne prend des notes. Oui, oui, ça n'arrête pas, là. Mais je pensais à ton groupe, Oui. quand tu les as réunis. Oui. Ils n'ont pas eu envie, justement, de faire quelque chose entre eux, puis de dire s'aider entre pairs. Ben, ils se sont aidés le temps de la rencontre, mais plus tard, non. non. Puis je pense que c'est peut-être ça qui a marché aussi. Parce que c'était c'était une fois. Puis là, ils se sont. oui. Peut-être que ils s'étaient. Je sais pas, là, ça, c'est Oui, vraiment mais une spéculation, mais ils tu as s'étaient raison. arrangé leur horaire, puis là, il y avait ce moment-là, il y avait peut-être une intensité, Oui. puis peut-être que des fois, ben, tu Oui. vas être d'accord avec moi, des fois, ça n'a pas besoin d'être très long. D'être très long, et pour ça a être pu aider beaucoup grâce à cette recherche. Absolument. Puis ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai des principes politiques dans la vie dont je ne vous parlerai pas ici, mais les participants à la recherche, ils reçoivent toujours une petite compensation financière. Là. C'est comme ça que ça marche dans la recherche. Puis moi, je tenais à leur donner une carte cadeau d'une librairie indépendante, là, de Les Libraires, pour les remercier de leur participation. Et c'est drôle, c'est que plusieurs ont demandé aussi, avez-vous des suggestions de lecture? Fait qu'ils nous revenaient, fait qu'en même temps qu'on offrait la carte cadeau, dans certains cas, on offrait aussi, on a proposé, après, c'est pas venu automatique, mais il y en a plusieurs qui nous ont demandé, fait qu'on leur proposait aussi 1 ou 2 titres en disant, peut-être que ça couvre pas la totalité du livre, mais ça fait un bon rabais, si jamais, pour acheter un livre, pour continuer à explorer la question du deuil. Mm-hmm. Bonjour. Mon doux que je pourrais parler tellement longtemps. Je me suis tellement reconnue dans beaucoup de choses que vous avez dit. Moi, j'ai gardé ma mère chez moi pendant 14 ans. Elle souffrait d'Alzheimer. Et puis, j'avais 4 enfants qui étaient jeunes au tout début, mais qui ont grandi puis qui ont fini par, je dis, être proches aidants eux aussi. Ça m'a pris du temps avant moi-même de dire de réaliser que j'étais une proche aidante parce que c'était plus comme on prend soin d'elle, on l'héberge, elle vit avec nous, puis au début, ça se fait graduellement, puis les enfants ont toujours vécu comme ça avec la grand-mère qui perdait ses facultés, puis en tout cas, puis on répétait, puis on surveillait, puis on s'occupait, puis comme je dis, ça m'a pris du temps, moi, de me définir comme proche aidant, mais je n'avais jamais pensé à eux comme proche aidant non plus. C'est une surprise pour moi. C'est la première fois que je les vois comme proche aidants. Mais j'écoutais tout ce que vous avez dit, puis je veux dire, ils ont fait tellement pour leur grand-mère, ils ont pris ma place quand je n'étais pas là, quand je devais m'absenter. On a eu le soutien à domicile aussi. On a vu, comme vous disiez, la maison qui devenait un espace de soins. Tu sais, j'ai souvenir mon mari et moi, qu'on parte quelques jours en vacances, puis pour pas laisser le soin aux enfants de s'occuper de la grand-mère, de ma mère, on avait le baluchon qui venait, baluchon Alzheimer, mais là, c'est comme aussi un peu envahissant dans le sens que quand vous dites on ne plus avoir de chez soi, c'est pour ça que je dis ça résonnait beaucoup chez moi parce que la présence de préposés à la maison, d'aide à domicile, tout ça. Puis eux, comme je dis, mes enfants qui ont pris soin de leur grand-mère aussi. Puis quand on avait à faire une sortie familiale, je pense au décès, par exemple, de leur autre grand-mère, la mère de mon mari,
c'était une amie de nos enfants qui venait parce qu'eux voyaient toujours ma mère assise dans un coin à chanter, à écouter la mélodie du bonheur ou tout ça. Fait que, tu sais, les amis de nos enfants, c'était eux notre soutien quand nos enfants ne pouvaient pas. Ça a pris beaucoup de place, mais ça s'est fait, comme je dis, graduellement, sans qu'on les définisse comme proches aidants. On voyait plus ça comme des valeurs qu'on transmet aussi, de prendre soin les uns des autres. Et puis, ils m'ont surpris à plusieurs reprises jusqu'où ils ont été capables d'aller aussi sans qu'on le demande ou qu'on l'impose quand on parle de soins personnels ou qui m'ont vu faire. Alors, ils ont tout bonnement continué. En tout cas, comme je dis, c'est vraiment une surprise pour moi parce que je ne les ai jamais appelés, je ne les ai jamais vus comme des proches aidants, mais là, je le réalise. Et puis aussi, quand vous mentionnez comment les enfants aussi deviennent inquiets pour moi, parce que c'est certain que les derniers temps, bien, la fatigue, l'épuisement était là, fait que je voyais que tout le reste de la famille aussi, qui était aussi proche aidant, bien, il y avait aussi l'inquiétude de me voir m'épuiser. En tout cas, fait que je vous remercie beaucoup. C'est très surprenant pour moi là, de réaliser ça ce soir. Merci. Merci pour votre partage. Puis, ce qui me venait en vous écoutant, c'est que c'est pas, encore une fois, c'est pas négatif pour moi, l'approche aidante. Je pense que ça fait partie de la vie, puis c'est comme tout dans la vie, c'est une question de dosage, je pense, et que ça amène, j'ai essayé de le montrer aussi, je pense, des bénéfices, puis ça apporte aussi beaucoup, que ce soit la capacité d'adaptation, la résilience, l'empathie. Il y a des études qui montrent aussi que l'implication en proche aidance, ça développe la compassion, ça développe le soin à autrui, ça développe un autre intérêt des relations humaines. Fait que je pense que c'est une question de dosage, puis un équilibre, comment c'est vécu, qui peut faire toute la différence dans l'expérience de l'approche aidance, peu importe l'âge, j'aurais envie de dire. Merci. Oui, je le vois, excusez, comme avec ma plus jeune, en réalité, ce qui est tellement surprenant parce qu'elle a toujours trouvé qu'elle était moins habile, moins à l'aise avec sa grand-mère parce qu'elle ne l'a jamais connue comme une grand-mère aimante, elle l'a plus connue comme une personne diminuée et avec qui la communication était plus difficile et puis tout ça. Mais finalement, ma mère a fini les 2 dernières années de vie en CHSLD, où on a été très présents aussi, et puis où les enfants sont venus encore m'accompagner puis visiter leur grand-mère, puis où ils ont développé justement des qualités avec les personnes âgées. Tu sais, ma fille me disait, moi, je ne suis pas bonne, tu sais, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas habile. Puis, tu sais, des fois, on allait le samedi soir, puis on les amenait au salon, puis on écoutait une émission, puis on chantait, puis elle prenait la main de quelqu'un. Puis, en tout cas, aujourd'hui, je vois qu'elle travaille pas directement avec les bénéficiaires, mais elle travaille dans un CHSLD en administration, mais quand elle arrive à la fin de sa journée, bien, elle va me parler de Madame Untel, puis de la musique, et puis de l'écoute, et puis elle a développé ces qualités-là, elle qui, au départ, les avait pas, puis qu'elle ne se les reconnaissait pas non plus. Tu sais. Fait que dans ce sens-là, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, merci. Il y avait, allez, ça ne sera pas long parce qu'il y avait déjà en arrière, à la maison, quelqu'un qui a levé la main. Non, ça va? OK, après? OK. Bonsoir, Alain. Alors, on a la chance d'avoir un type qui est venu déjà nous, en fait, peut-être par écran.
Une fois en personne et une fois en personne. Une fois avec la COVID dans mon sous-sol. Donc Alain Legault, Toute une psychothérapeute dans le domaine du deuil. Je suis contente de te voir ce soir. Je suis content d'être là. Merci, Déborah. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de ton projet de recherche, je me suis dit, quelle drôle d'idée. Non, mais après ça, je me suis dit, ben oui, il y a des gens qui vivent ça, là. Parce que moi, je suis arrivé à la proche aidance par le vieillissement. Alors, mais c'est très intéressant ce que tu as trouvé. Là, je ne veux pas décourager les gens qui viennent de découvrir, qui ont été proches aidants, mais moi, j'ai passé la grande partie de ma carrière à travailler sur ce sujet-là. Et il faut dire que ça fait tellement longtemps que quand j'ai commencé, c'était les aidantes familiales qui sont devenues par après des aidantes naturelles, en passant par les aidantes surnaturelles pendant un certain temps, pour finalement devenir des proches aidantes. Et ce que je constate dans ce que tu racontes, puis ce que Madame vient de dire, c'est que, dans le fond, c'est une catégorie de chercheurs, ça, proches aidants. C'est qu'on a voulu étudier un phénomène humain très important qui était comment on dit ça, qui passait un peu en dessous des radars parce que c'était des femmes qui prenaient soin souvent de personnes âgées, etc. Et ça a été nécessaire que ça revienne sur le devant de la scène puis qu'on le nomme d'une façon particulière. Puis là, il y a une politique, puis il y a un comité proche aidant au Québec. Il y a toutes sortes de choses, c'est très bien. Mais moi, j'ai été longtemps proche aidant et je ne me suis jamais considéré comme proche aidant. Et à vrai dire, j'ai interviewé je ne sais pas combien de proches aidantes pour différentes recherches et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se reconnaissait spontanément comme proche aidant. Et je pense que peut-être qu'éventuellement, il faudrait comme dépasser cette idée-là. Parce que dans le fond, ce que tu nous as raconté, ce que Madame ici devant moi a raconté, c'est de la solidarité humaine, de la solidarité familiale et parfois de la solidarité extra-familiale, parce que quand vous racontiez, Madame, que les amis de vos enfants s'occupaient de la grand-mère, bien, c'est la solidarité humaine, un concept qui est un peu oublié de nos jours, mais qui est quand même responsable du fait que les quelques centaines d'Homo sapiens qui ont commencé à se promener dans la savane il y a bien longtemps sont devenus des milliards d'êtres humains aujourd'hui. Hein? Puis c'est correct qu'on ait passé par un concept et qu'on l'ait établi, mais des fois, pourquoi les gens ne se reconnaissent pas comme aidants ou proches aidants? Bien, c'est parce qu'ils font juste faire ce qui leur semble juste. Hein? Ma mère était malade, je m'en suis occupé. Bon, je savais que j'étais proche aidant, mais je ne me sentais pas du tout. Je me sentais juste le fils qui s'occupe de sa mère jusqu'à temps qu'elle soit morte et tout ça. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que tantôt tu as dit, les jeunes proches aidants, une fois rendus en deuil, ils ont reçu toutes sortes de soutien, pas très soutenant. Tu es jeune, tu vas refaire ta vie. Ton beau-père, tu ne le connaissais pas depuis longtemps. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, c'est curieux, hein, parce que tous les groupes spécifiques d'endeuillés que j'ai connus, que j'ai étudiés, les gens qui sont en deuil après un suicide, les gens qui sont en deuil après que leur enfant a eu une overdose, les gens qui sont en deuil après un accident de la route, les gens qui sont en deuil après la maladie d'Alzheimer. Quand c'est un vieux qui meurt, on dit aux endeuillés, bien là, il avait fait sa vie, hein, il était vieux. Pourquoi tu pleures tant que ça? Là, tu sais, il était vieux. Quand c'est d'autres, on dirait que le problème, c'est que dans notre société, on ne sait plus quoi dire ou quoi faire face au deuil. C'est comme si le deuil, j'avais parlé de ça une fois, c'est le dernier tabou. Tu sais? Maintenant, là, il y a bien des affaires que tu peux raconter au bureau, mais si tu es en deuil, parle-en pas trop. Parce que les gens vont être bien mal à l'aise, ne sauront pas quoi dire. Des fois, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de rien dire, parce que des fois, ce qu'ils disent, c'est juste
pire que le silence. Et c'est curieux comme société qu'on a perdu complètement. Il n'y a plus de place pour le deuil. Et au début, il y a quelques années, je me disais, oh, ça, c'est un deuil qui est plus difficile à cause de ça, ça, ça. Mais dans le fond, on dirait que quel que soit le processus qui mène à la mort d'un proche, les gens autour savent pas quoi faire, savent pas quoi dire. Puis c'est quelque chose qui est, dans le fond, un autre visage de la solidarité humaine qu'on devrait peut-être retrouver. Ben, c'est ça que je voulais partager. Ben, si on avait 2 heures devant nous, on pourrait partir sur la sociologie puis l'anthropologie de la mort, puis ce serait passionnant, mais pas là. Mais merci pour ton commentaire, Alain. Je suis d'accord avec toi. Oui, merci. Oui, Christine? Oui, en fait, c'était un commentaire personnel que je voulais rajouter simplement en réponse aux questions qu'il y a eu sur les ressources qui sont disponibles pour les jeunes. Je voulais simplement le partager, puis j'allais vérifier pour m'assurer là, que je ne disais pas n'importe quoi, mais il y a l'appui, qui est vraiment un organisme qui offre du soutien aux proches aidants. Et je suis allée vérifier, les jeunes sont inclus aussi. On peut voir sur leur site web, là, il y a vraiment, ils sont dirigés vers des ressources, mais il y a aussi une ligne d'écoute où ils peuvent être écoutés ou orientés vers des ressources. Donc, il y en existe, mais bon, je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je voulais simplement nommer cette ressource qui existe, c'est l'appui. Merci beaucoup, très pertinent. Merci, Christine. Débora, est-ce que, comme chez les adultes, je ne sais pas si c'était des grosses familles, les jeunes que tu as interviewés, est-ce qu'il y avait plusieurs frères et sœurs ou pas beaucoup, c'était plus des enfants, 1 ou 2 dans la famille? Parce qu'on dit toujours, tu sais, même chez les adultes, quand il y a un proche aidant qui va avoir l'élan d'aller aider le parent, d'autres ne l'auront pas dans la famille. Est-ce que parmi les jeunes, ils l'ont expliqué comme ça, ben ma sœur ou mon frère, il voulait pas le faire ou il se sentait pas capable, alors j'ai senti que c'est moi qui devais le faire, ou ils t'ont-tu expliqué ça un peu comme ça, ou? Ben, j'en avais juste 9, là. Oui. Fait que c'est un peu plus difficile, mais puis en tout cas, je pense au cas des sœurs, les 3 sœurs dont je parlais. Il y en a 2 qui étaient ensemble, puis la 3e un peu plus de retrait, mais ça les a vraiment consolidé leur lien de façon importante. Mais j'ai pas remarqué quelque chose de particulier de cet mais c'est ça. ordre-là. Après ça, il y avait pas beaucoup de. Après ça, il y a beaucoup d'enfants uniques par hasard dans mon échantillon, puis ça peut peut-être expliquer. Oui. Peut-être que ces gens-là, ils avaient plus besoin de parler, puis qu'ils ont eu plus envie de participer à la recherche que d'autres qui ont. Tu sais, il y a toujours. Il faut prendre tout ça avec des pincettes, là, parce que c'était un petit échantillon, puis comme j'ai eu de la misère à recruter, mais ça peut aussi jouer après sur la rigueur des résultats. Oui. Puis, j'avais une autre question. Chez les plus jeunes, vers les enfants, peut-être 12, 15, il va y avoir une peur de la maladie après l'avoir côtoyée. Est-ce qu'on le voit aussi chez les jeunes adultes? Moi, je ne l'ai pas vu dans mon échantillon, mais dans les écrits que j'ai lus, dépendamment des maladies, oui. Par exemple, des proches aidants de jeunes qui peuvent avoir, mettons ton parent qui a un certain cancer, ou en particulier, il y avait la maladie de Huntington, ou des enjeux où il y a des composantes génétiques à la maladie, ou bien une démence précoce, de dire, ben, est-ce que moi, j'ai le même profil génétique, puis que moi aussi, c'est ça qui va m'arriver. Fait que ça, oui, on le retrouve beaucoup. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les jeunes, ça, c'est pas dans mon échantillon, mais c'est dans les écrits que j'ai lus, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont tendance à pas avoir le déclin de la personne, ou dire, ah, il est fatigué, il est stressé, puis de pas vouloir voir que c'est la maladie qui progresse. Mais ça se peut aussi que ce soit parce qu'on veut pas penser qu'on aura la même maladie, puis que nous aussi, on va passer par là. Puis, juste pour enchaîner, chez l'adulte, souvent dans la proche aidance, les personnes vont nous dire,
me semble que j'en ai pas assez fait, puis il y a comme un sentiment de culpabilité. Tu l'as entendu chez les jeunes adultes? Pas beaucoup, non. Ils Non. étaient quand même assez Ouais. satisfaits Oui, je de pense. leurs soins, puis de Oui. leur présence. Oui. Oui. Les deux seuls qui me viennent en tête, c'est qu'ils n'étaient pas, pas présents géographiquement Mhm. tout le temps. Fait que des fois, en tout cas, un participant notamment qui était d'origine française puis qui est retourné en France dans sa famille. Fait que les moments où il revenait au Québec, là, il y avait plus de culpabilité, mais c'est pas ressorti autant que chez les adultes. Ce Oui. qu'on voit plus chez les adultes. T'as raison. Je l'avais pas réalisé, mais c'est moins sorti, effectivement. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de larmes? Oui. Ça pleurait. Ça pleurait. Même les gars. Les gars pleurent si jamais. Scoop ce soir. Les gars peuvent pleurer. Oui, hein? Beaucoup de chagrin. Oui, beaucoup de chagrin. Puis je pense beaucoup qui avait été gardé. Il n'y a pas eu beaucoup d'espace pour l'échange. Fait que beaucoup de larmes qui avaient été retenues, qui ont pu trouver un chemin. Oui, oui. Et toi, Debra, quand tu as fini un peu toutes ces entrevues et tout ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais contente d'avoir eu l'idée de faire cette recherche? Tu étais satisfaite? Tu étais touchée? C'était quoi ton émotion? Ben, j'avais plusieurs choses. J'avais une certaine fierté d'avoir persévéré parce que j'ai travaillé fort là, pour les recruter. Puis plusieurs fois, je me suis dit, hey, j'avais une subvention de 5 000 $. Hein, puis j'ai fait tout ça avec 5 000 $. Fait que des fois, je me disais, hey, sérieux, là. Une fierté, puis aussi une gratitude d'être avec une merveilleuse équipe, avec mes auxiliaires de recherche. On travaille ensemble, on peut en parler, on peut échanger. Et puis, un petit peu comme on le fait en clinique, mais de façon plus courte. Moi, quand c'est moi qui fais les entrevues ou quand je demande à mes auxiliaires, on écrit des notes réflexives, puis des fois, ça prend presque autant de temps que l'entrevue, tu sais, d'écrire tout ce qui nous vient en tête. Puis ça, ça aide vraiment à faire aussi, à prendre du recul, puis à faire le ménage. Puis après ça, Yannis me dit, au moins, ils ont eu ça. C'était pas une thérapie, ça se veut pas une thérapie, c'est des entrevues de recherche, mais au moins, ils ont eu un espace. Puis au moins, ils ont pu déposer une parole, ils ont pu se faire valider, ils ont pu avoir ce moment-là pour eux. Donc, je me dis, j'ai au moins pu donner ça. Oui. Et ils te l'ont exprimé, que ça leur a fait du bien. Oui, la plupart, oui. Oui. Oui, absolument. Les entrevues étaient longues. Là. Oui. Toutes ont dépassé 1 heure. Là. Il n'y a pas d'entrevue. Besoin de parole, un besoin de mettre des mots. Oui. Puis de mettre des mots, mais je pense pas juste de mettre des mots, mais de mettre des mots à la hauteur de l'écoute qu'on peut avoir bien aussi, de la présence qu'on peut avoir. Ouais. Oui, oui. D'autres remarques, d'autres questions? On a bien fait ça, hein? Je dis on, mais c'est toi. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie, travailler ensemble. Non, mais écoute, le mot merci est petit quand on veut dire plus grand. Mais sincèrement, ça a été une belle présentation. Et ça nous fait réfléchir. Et puis, les gens ici ont vu qu'ils ont été peut-être des proches aidants. Et comme tu nous l'as bien expliqué aussi, Alain, il y avait quelque chose dans notre désir d'aider qu'on veut retrouver, puis qu'on essaie de remettre un peu de l'avant pour parler des loyautés familiales ou des loyautés d'engagement auprès des gens qui en ont besoin. Alors ça fait du bien d'entendre dans ces différents contextes que vous nous avez partagés. Je vais en profiter avant qu'on quitte parce que je trouve ça formidable. J'ai dans la salle ici ce soir notre prochain invité le 2 juin. Alors, je vais juste lui demander de se lever et son nom, c'est Guy Routier. Il est psychologue. Et puis, Guy, est-ce que tu peux nous dire juste un mot, peut-être avec le micro? Si c'est pas ça, on l'a plus. OK, mais juste un mot. Oups, OK. Un mot pour nous dire ce que tu vas venir
Ça va être c'est un scoop, là. Je ne l'ai pas annoncé à personne. Oui, je vais limiter les détails. Ben, merci pour la présentation, c'était très, très riche. Alors, donc, mon nom complet, c'est Guillaume Routier. Donc, je serai avec Joanne le mois prochain. Et puis, pour raconter une partie de, justement, ma période de deuil à moi, des suites d'un décès tragique. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme personne? Donc, comment prendre soin de soi, mettre ses limites et aussi connaître justement tous les côtés de la maladie mentale. Alors voilà, donc c'est ce qu'on va traiter le mois prochain. Oui, parce que Guy est psychologue aussi. Ben, en fait, juste, Joanne, c'était mon dernier point. Alors, donc, je ne suis pas un psychologue actif. Donc, j'ai fait mes études en psychologie du travail et des organisations. Donc, et j'ai eu une expérience en gestion dans le réseau de la santé. Donc, voilà, donc c'est entre autres ce qui va guider mes réflexions avec vous. Oui. Alors, c'est merveilleux. Merci d'être venu ce soir. Puis on a bien hâte au 2 juin aussi pour vous écouter, Guy. Alors, il me reste aussi à dire merci à chacun et à chacune de vous être déplacés à la maison, d'être restés branchés avec nous. Merci à notre technicien. On oublie parfois de leur dire merci, mais c'est précieux parce que sans eux, sans Bernard, on n'a pas non plus tout ce qu'on peut retrouver sur le site. Et je ne dirai jamais assez merci à Alain Chartier, au Repos Saint-François d'Assise, de nous accueillir comme ça à chaque fois et de nous permettre de trouver des beaux invités avec nous. Et cet été, hein, Alain, il y aura des concerts, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des petits cartons ce soir? Non, on n'en a pas, hein? OK. Mais il y aura des concerts, hein? Alain, est-ce que tu veux dire un mot? Oui, chaque dimanche. 3 dimanches de juillet et 3 dimanches du mois d'août. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez trouver toute l'information, soit via Infodeuil ou sfa.ca. C'est ça. Alors, allez sur infodeuil.ca puis vous allez voir les invités des concerts au cimetière. Et c'est fameux, si vous n'êtes jamais venu, c'est assez extraordinaire le dimanche après-midi de venir avec votre chaise ou sans votre chaise parce qu'il y a un chapiteau aussi pour vous accueillir, mais ça regroupe beaucoup de personnes. Alors, moi, Debra, je te remercie encore énormément et puis j'ai appris comme quoi qu'on apprend toujours des personnes apparemment qu'on a formées, mais finalement, ce sont ces personnes-là qui finissent toujours par nous aider. Alors, merci beaucoup, beaucoup de toutes ces lumières. Et puis, belle route à toi. Au revoir.